un cœur amoureux. Oh, tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port qu'Argante, mon père, revient. Oh, oui. Oh, et qu'il revient ce matin même. Ce matin même. Et qu'il revient dans la résolution de me marier. Oui. Avec une fille du seigneur Géronte. Du seigneur Géronte. Et que cette fille est mandée de Tarente ici pour cela. Oui. Ah, mais parle et ne te fais point de la sorte arracher les mots de la bouche. Ah, qu'ai-je à parler davantage? Vous n'oubliez aucune circonstance et vous dites les choses tout justement comme elles sont. Mais conseille-moi du moins et dis-moi ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures. Ma foi, j'y suis autant embarrassé que vous et j'aurais bon besoin que l'on me conseille à moi-même. Quand mon père apprendra les choses, je vais voir fondre soudain un orage d'impétueuses réprimandes. Les réprimandes ne sont rien, et plutôt celles que j'en fusse quitte à ce prix. Mais j'ai bien peur pour moi de payer plus cher vos folies. Et je vois de loin se former un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules. Oh, ciel! Oh, mais comment sortir de l'embarras où je me trouve? Oh. Je suis assassiné par ce maudit retour. C'est à quoi vous deviez penser avant de vous y jeter. Assassiné, je suis aussi. Tu me fais mourir par tes leçons hors de saison. Vous me faites bien plus mourir par vos actions étourdies. Mais que faire? Mais quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Oh, mais qu'est-ce, seigneur Octave? Qu'avez-vous? Qu'y a-t-il? Je vous vois tout troublé. Oh, mon pauvre Scapin, mon pauvre Scapin. Je suis perdu. Je suis désespéré. Je suis le plus infortuné de tous les hommes. Hélas, tu ne sais pas la raison de mon inquiétude. Ah non? Mais il ne tarda qu'à vous que je ne le sache bientôt. Je suis homme consolatif, homme à m'intéresser aux affaires de jeunes gens. Mon père et le seigneur Géronte reviennent. Et ils me veulent marier. Eh bien, qu'y a-t-il de si funeste? Scapin, mais si tu pouvais trouver quelque invention, forger quelques machines pour me tirer de la peine où je me trouve, je croirais être redevable de plus que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Et je puis dire, sans vanité, qu'on n'a guère vu d'homme qui fût aussi habile ouvrier de ressorts et d'intrigues. Mais le mérite est trop maltraité aujourd'hui. Et j'ai renoncé à toute chose depuis une aventure où je me brouillais avec la justice. Nous eûmes un petit démêlé ensemble. Toi et la justice? Oui, et allons nous a fort mal avec moi, donnant raison à un bourgeois et m'envoyant 3 ans aux galères pour une chose que je n'avais pas commise. Et je me dépitais de telle sorte que je résolus de ne plus rien faire. Non mais Scapin, tu sais qu'il y a 2 mois que mon père et le seigneur Géronte s'embarquèrent ensemble dans un voyage qui regarde certains commerces où leurs intérêts sont mêlés, et que Léandre et moi fûmes laissés par nos pères. Moi, sous la conduite de Sylvestre, et Léandre sous ta direction. Oui, et je me suis fort bien occupé de ma charge. Mais quelque temps après, Léandre fit rencontre d'une jeune Égyptienne dont il devint amoureux. Oh. Et comme nous sommes grands amis, il me fit aussitôt confidence de son amour. Oh là. Mais un jour que je l'accompagnais chez les gens qui gardent l'objet de ses vœux, nous entendîmes dans une petite maison d'une rue écartée quelques plaintes mêlées de beaucoup de sanglots. Où est-ce que cela nous mène? La curiosité me fit presser Léandre de voir ce que c'était. Nous entrons dans une salle
où nous voyons une vieille femme mourante, accompagnée d'une servante qui faisait des regrets, et d'une jeune fille, toute fondante en larmes. Oh, la plus belle et la plus touchante qu'on ne puisse jamais voir. Oh. Une autre aurait paru effroyable en l'état où elle était. Oh, car elle n'avait pour habillement qu'une méchante petite jupe avec des brassières de nuit qui étaient de simples futaies. Et cependant, oh, faite comme cela, elle brillait de mille attraits et tout n'était qu'agrément et que charme, que toute sa personne. Je sens venir les choses. Scapin, si tu l'avais vu dans l'état où je te dis, tu l'aurais trouvé admirable. Ah, mais je n'en doute point. Et sans l'avoir vue, je vois bien qu'elle était tout à fait charmante. Hein. Elle faisait fondre chacun en larmes en se jetant amoureusement sur le corps de cette mourante qu'elle appelait sa chère mère. Et il n'y avait personne qui n'eût le cœur brisé de voir un si bon naturel. Oh, Scapin, un barbare l'aurait aimé. Après quelques paroles dont je tâchais d'adoucir la douleur de cette charmante affligée, nous sortîmes de là. Ah, si vous appréciez ce récit, nous en voilà jusqu'à demain. Laissez-moi finir en deux mots. Son cœur prend feu dès ce moment. Il ne saurait plus vivre qu'il n'aille consoler son aimable affligé. Ses fréquentes visites sont rejetées de la servante, devenue la gouvernante par le trépas de la mère. Voilà notre mot de désespoir. Il prie, supplie, conjure. Point d'affaire. On lui dit que la fille, quoique seule et sans appui, est de famille honnête. Et qu'à moins de l'épouser, on ne saurait souffrir ses poursuites. Voilà son amour augmenté par les difficultés. Il consulte dans sa tête, agit, raisonne, balance, prend sa résolution. Le voilà marié avec elle depuis 3 jours. Et j'entends... Mais avec cela, le retour imprévu du père qu'on n'attendait que dans 2 mois. Et le mariage qu'on veut faire de lui avec la fille que le seigneur Géronte a eue d'une seconde femme qu'on dit qu'il a épousée à Tarente. Et par-dessus tout cela, mais encore l'indigence où se trouve cette charmante personne, et l'impuissance où je me vois d'avoir de quoi la secourir. Est-ce là tout? Mais vous voilà bien embarrassé tout de pour une bagatelle. Oh, n'as-tu pas honte toi à demeurer court à si peu de choses? Oh, que diable! Te voilà grand et gros comme père et mère, et tu ne saurais trouver dans ta tête, forger dans ton esprit, quelques ruses galantes, quelques habiles petits stratagèmes pour ajuster vos affaires. Oh, fille, peste soit du butor! Oh, j'avoue que le ciel ne m'a pas donné tes talents. Et que je n'ai pas comme toi l'esprit de me brouiller avec la justice. Mais je te suis. Oh, mais tous te suivons. Oh, Hyacinthe. Madame, en cette extrémité, seul votre époux peut vous sauver. Ah, Mary, j'étais heureuse à Tarente. Oui. J'étais heureuse, mais je ne le savais pas. Ma mère... Oh, hélas, il n'est plus temps de la regretter. Oh, il faut songer à vous maintenant. Oh, quelle douce vie nous menions là-bas. Quand mon père venait, elle chantait. Et quand il était au loin pour ses affaires, elle brodait. Mais comme mon père tardait à revenir à Tarente et que nous n'avions plus les moyens pour vivre, nous sommes venus le chercher dans ce port de Naples dont il nous parlait. Hélas, nous ne l'avons point trouvé. Non, pas de Seigneur Pandole. Non. Puis
chérissais tendrement. Et comme je ne sais pas ce qu'est devenu mon père, j'étais seule au monde. Ah, dois-je croire qu'il m'a abandonnée? J'ai bien couru partout, je vous assure. Pas de Seigneur Pandolfo. Orpheline de mère et oubliée de mon père, j'ai été soudain ramenée à la vie par l'amour. Octave a frappé à la porte de notre humble maison et il est apparu alors que j'étais perdue, seule et sans ressources au chevet de ma pauvre mère. Et il vous a épousé. C'est pourquoi il faut aller le trouver. Oh, je suis passée d'un malheur profond à un bonheur extrême. Et voilà que tu m'annonces que Sylvestre, son valet, M'a dit que son père avait arrangé pour lui de le marier dès son retour. devrait-il rompre notre mariage pour obéir à son père? Non. Le doux amour que je viens de rencontrer doit-il s'arrêter brutalement? Non. Oh, mais que fera-t-il? Mais que peut-il faire contre un père? Vous prouvez son amour en résistant à cette fâcheuse résolution paternelle. Mais Nérine, s'il ne m'aimait pas assez pour résister... Mais si, je dois le laisser choisir son destin. Cependant, à défaut d'obéir à ma mère, qui a disparu, ou à mon père, qui est mort, bon, le contraire, mon honneur veut que j'obéisse à mon mari. allez donc le voir. Je suis tout à fait certaine que devant vous, votre beauté et vos charmes, il se rappellera bien qu'il est votre époux. Mais je vais encore chercher le seigneur Pandolfe. Oui, il est mon époux, et personne ne peut rompre le lien sacré qui nous unit. Et si mon honneur veut que je lui obéisse, mon devoir exige que je le soutienne de tout mon amour dans cette situation imprévue qui menace notre bonheur. Ah, mon devoir m'oblige à affronter les dangers avec lui et lui donner la force de les vaincre. Le ciel m'ordonne de faire respecter ses lois. Oui, mon rang exige que je me présente à son père comme sa femme, dont rien ne pourra le séparer. Mon amour commande que je le rejoigne immédiatement et je m'en vais de ce pas convaincre son père et faire éclater aux yeux de tous mon droit et la justice du ciel. Nérine, je me sens bien faible, mais je serai forte. Oui. Octave est tout pour moi, et ce sera Octave ou la mort. Octave, est-ce vrai ce que Sylvain vient de dire à Nérine, que votre père est de retour et qu'il veut vous marier? Oui, belle Hyacinthe. Et ces nouvelles m'ont donné une atteinte cruelle. Mais que vois-je? Vous pleurez? Pourquoi ces larmes? Me soupçonnez-vous, dites-moi, de quelque infidélité? Et n'êtes-vous pas assuré de l'amour que j'ai pour vous? Oh, je suis sûre que vous m'aimez, Octave. Mais je ne le suis pas que vous m'aimiez toujours. Peut-on vous aimer qu'on ne vous aime toute sa vie? Oh, j'ai ouï dire, Octave, que votre sexe est moins longtemps que le nôtre et que les ardeurs que les hommes font boire sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent. Oh, mais ma chère Hyacinthe, mon cœur n'est donc pas fait comme celui des autres hommes. Et je sais bien que pour moi, je vous aimerai jusqu'au tombeau. Oh,
Je veux croire que vous sentez ce que vous dites, et je ne doute point que vos paroles ne soient sincères. Mais je crains un pouvoir qui combattra dans votre cœur les tendres sentiments que vous pouvez avoir pour moi. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne. Et je suis sûre que je mourrai si ce malheur m'arrive. Oh non, non, belle Hyacinthe, il n'y a point de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi. Cessez donc de pleurer, je vous prie, mon aimable Hyacinthe, car vos larmes me tuent, et je ne les puis voir sans me sentir percer le cœur. Puisque vous le voulez, je veux bien essuyer mes pleurs, et j'attendrai ce qu'il plaira au ciel de résoudre de moi. Mais il ne saurait m'être contraire si vous m'êtes fidèle, Octave. Je le serai, assurément. Je serai donc heureuse. Elle n'est pas tant sotte, ma foi, et je la trouve assez passable. Voilà un homme qui, s'il le voulait bien, pourrait être dans tous nos besoins d'un secours merveilleux. J'ai fait de grands serments de ne me mêler plus du monde. Oh non, oh non, oh non, oh, s'il ne tient qu'à te prier bien fort pour obtenir ton aide, je te conjure de tout mon cœur de prendre la conduite de notre barque. Et moi, je vous conjure, par tout ce qui vous est le plus cher au monde, de vouloir servir notre amour. Oh, il faudra donc avoir de l'humanité. Allez-vous, et soyez en repos. Et vous, oui, préparez-vous à soutenir avec fermeté l'abord de votre père. Mais c'est que cet abord me fait trembler par avance. Et j'ai une timidité naturelle que je ne saurais vaincre. Ça, essayons un peu pour vous accoutumer. Répétons un peu votre rôle et voyons si vous ferez bien. Allons, la tête haute, la mine résolue, les yeux furieux. Comme cela, et encore un peu davantage. Ainsi, bon, imaginez-vous que je suis votre père qui arrive, et répondez-moi fermement, comme si c'était à lui-même. Comment, infâme panda, vaurien, fils indigne d'un père comme moi? Comment oses-tu te présenter devant mes yeux, après tes bons déportements, après le lâche-tour que tu as fait pendant mon absence? Tu as l'insolence, Ricon, de t'engager sans le consentement de ton père, de contracter un mariage clandestin. Oh! Que diable! Vous demeurez interdit. c'est que j'imagine que c'est mon père que j'entends. Non mais, je vais prendre des résolutions. Et je répondrai fermement. Assurément. Assurément. Voilà votre père qui arrive. Ah, Octave! Octave demeurait. Oh, le voilà enfui. Et son père, que vais-je lui dire? Laisse-moi dire, moi, et ne fais que me suivre.
A-t-on jamais ouï parler d'une action pareille à celle-là? Voilà une témérité bien grande. Montre-le un peu. Je voudrais bien savoir ce qui me pourront dire sur ce beau mariage. Tâcheront-ils de me nier la chose ou s'ils entreprendront de l'excuser? Ou prétendront-ils m'amuser par des contes en l'air? Tous leurs discours seront inutiles. Je saurais mettre mon fils en lieu de sûreté. Et pour le bandard de Sylvestre, je le rouerai de coups. Ah, j'étais bien étonné qu'il m'oubliât. Voilà, sage gouverneur de famille, bon directeur de jeunes gens. Vous avez suivi mes ordres vraiment d'une belle manière. Et mon fils s'est comporté fort sagement pendant mon absence. Monsieur, je suis ravi de vous voir de retour. Votre voyage a-t-il été bon? Bonjour, Scapin, assez bien. Oui, tu le dis bon, coquin, tu le dis bon. Oh, mais vous vous portez bien à ce que je vois. Mon Dieu, fort bien. Laisse-moi un peu quereller au repos. Vous voulez quereller? Oui, je veux quereller. Et qui, monsieur, et pourquoi? Ce maraud-là. N'as-tu pas ouï parler de ce qui s'est passé dans mon absence? Oh, j'ai bien ouï dire quelques petites choses. Comment quelques petites choses? Une action de cette nature, une hardiesse pareille à celle-là. Un fils qui se marie sans le consentement de son père. Quoi? Tu ne trouves pas que j'ai tous les sujets du monde d'être en colère? Non, mais si fait. J'y ai été aussi d'abord, moi, lorsque j'ai su la chose. Demandez-lui quelle belle réprimande je lui ai faite. Et comme je l'ai chapitré sur le peu de respect qu'il gardait à un père, qui devait baiser les pas. Mais quoi? Je me suis rendu à la raison et j'ai considéré que dans le fond, il n'avait pas tant tort qu'on pourrait croire. Comment pas tant de tort? De s'aller marier de but en blanc avec une inconnue? Que voulez-vous? Il a été poussé par sa destinée. Voici une raison la plus belle du monde. On n'a plus qu'à commettre tous les crimes imaginables, tromper, voler, assassiner et dire pour excuse qu'on y a été poussé par sa destinée. Mon Dieu, je voulais dire qu'il a été fatalement engagé dans cette affaire. Et pourquoi s'engagea-t-il? Voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous? Les jeunes gens sont jeunes et n'ont pas toute la prudence qu'il leur faudrait pour ne rien faire que de raisonnable. Témoin, notre Léandre est allé faire de son côté et pis que votre fils. Je voudrais bien savoir, moi, si vous-même n'avez pas été jeune et n'avez pas fait des fredaines comme tout le monde. J'ai ouï dire, moi, que vous avez été autrefois un compagnon parmi les femmes, et que vous faisiez le drôle avec les plus galantes. Cela est vrai. J'en demeure d'accord. Mais je m'en suis toujours tenu à la galanterie. Et je n'ai point aidé jusqu'à faire ce qu'il a fait. Mais que vouliez-vous qu'il fît? Il voit une belle personne qui lui veut du bien. Car il tient cela de vous d'être aimé de toutes les femmes. Il la trouve charmante, lui conte des douceurs, soupire galamment, fait le passionné. Et le voilà surpris avec elle par ses parents qui le contraignent de l'épouser. Ah, la bille fourbe que voilà!
eussiez-vous voulu qu'il se fût laissé tuer? Il vaut mieux encore être marié qu'être mort. On ne m'a pas dit que l'affaire se soit ainsi passée. Mais demandez-lui un peu. Il ne vous dira pas le contraire. C'est par force qu'il a été marié? Oui. Il fallait donc tout aussitôt qu'il aille protester de violence chez un notaire. Cela m'aurait donné plus de facilité pour rompre ce mariage. Rompre ce mariage? Oh, vous ne le romprez point. Bon, je ne le romprai pas. Quoi? Je n'aurai pas pour moi tous les droits de père et la raison de la violence qu'on a faite à mon fils? Oh, c'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord. Bon, il ne demeurera pas d'accord, mon fils? Votre fils, voulez-vous qu'il confesse qu'il ait été capable de craindre? Et que c'est par force qu'on lui ait fait faire les choses? Il a garde d'aller avouer cela. Il faut, pour son honneur, et le vôtre, hein, qu'ils disent dans le monde que c'est de bon gré qu'il l'a épousée. Eh bien, je veux, pour mon honneur et pour le sien, qu'ils disent le contraire. Je l'y forcerai bien, il le fera, ou je le déshériterai. Vous ne le déshériterez point. Et qui m'en empêchera? Mais vous-même, vous n'aurez pour le cœur à cela, la tendresse paternelle fera son office. Elle ne fera rien. Oh mon Dieu, je vous connais, vous êtes beau naturellement. Je ne suis pas bon. Et je suis méchant quand je veux. Finissant ce discours qui m'échauffe la bile. Va-t'en, panda! Va-t'en chercher mon ripon pendant que j'irai rejoindre le seigneur Géronte pour lui conter ma disgrâce. Ah, que n'ai-je aujourd'hui? Ce fils, à la place de ce fils unique, cette fille que le ciel m'a ôtée pour la faire mon héritière. J'avoue que tu es un grand homme. Et voilà faire un bon trait. Mais l'argent, cependant, nous presse et nous avons de tous côtés des gens qui aboient après nous. Laisse-moi faire. La machine est trouvée. Je cherche seulement dans ma tête un homme qui nous soit affidé pour jouer un rôle dont j'ai besoin. Attends. Tiens-toi un peu. Enfonce ton bonnet en méchant garçon. Ouais, campe-toi sur un pied. Mets la main de côté. Fais les yeux furibonds. Et marche en roi de théâtre. Mais voilà qui est bien. Oui. Alors? Surtout, ne me mêle pas avec la justice. Va, nous partagerons les périls en frères et 3 ans de galère. De plus ou de moins ne sont pas faits pour arrêter de nobles cœurs. Venant de Tarente, m'a assuré qu'il avait vu s'embarquer. Et l'arrivée de ma fille trouvera les choses bien mal disposées à ce que nous nous proposions.
Et ce que vous venez de m'apprendre du mariage de votre fils ont étrangement les mesures que nous avions prises ensemble. Ne vous mettez pas en peine. Je vous réponds d'aller renverser tout cet obstacle. Et j'y vais travailler de ce pas. Si vous aviez, en brave le père, bien originé votre fils, il ne vous aurait pas joué ce tour qu'il vous a fait. Fort bien. De sorte que vous avez vous-même bien mieux originé le vôtre. Sans doute. Et je serais bien fâché qu'il ne m'eût rien fait s'approchant de cela. Et si ce fils, qu'en brave père vous avez si bien originé, avait fait plus encore que le mien, hé! Comment? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, Seigneur Géronte, qu'il ne faut pas être si prompt de condamner la conduite des autres. Et que ceux qui veulent gloser doivent bien regarder s'il n'y a pas chez eux quelque chose qui cloche. Je n'entends pas cette énigme. Auriez-vous ouï dire quelque chose de mon fils? Votre scapin, dans mon dépit, ne m'a dit la chose qu'en gros. Mais vous pouvez de lui ou de quelque autre en tirer des détails. Pour moi, je vais consulter des avocats pour aviser des biais que j'ai à prendre. Jusqu'au revoir. Que pourrait-ce être que cette affaire-ci? Bien encore que le sien? Pour moi, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de pire que de se marier sans le consentement de son père. Papa! Vous voilà. Ah, mon père, que j'ai de joie de vous voir de retour. Doucement. Père, loin, peu d'affaires. Moi, mon père, vous me refusez de vous exprimer mon transport par mes... Oui. Nous avons quelque chose à démêler ensemble. Regardez-moi entre deux yeux. Qu'est-ce donc qu'il s'est passé ici? Qu'avez-vous fait dans mon absence? Que voulez-vous, mon père, que j'ai fait? Moi, je n'ai fait aucune chose dont vous ayez lieu de vous plaindre. Aucune chose. Pourtant, Scapin m'a dit de vos nouvelles. Scapin? Il vous a dit quelque chose de moi? Si tu veux me déshonorer, je te renonce pour mon fils. Et tu peux te résoudre à jamais à fuir de ma présence. Scapin, me trahir de cette manière, un coquin qui doit par sans raison être le premier à cacher les choses que je lui confie, et le premier à tout raconter à mon père. Je jure le ciel que cette trahison ne demeurera pas impunie. Mon cher Scapin, que ne dois-je point à tes soins? Que tu es un homme admirable. Vous voilà, je suis ravie de vous trouver, monsieur le coquin. Je vous apprendrai. Léandre! Non, Octave, laissez-moi contenter mon ressentiment. Ne me retenez point, je vous prie. Au nom de l'amitié, Léandre, ne le maltraitez point. Monsieur, que vous ai-je fait? Ce que tu m'as fait, traître. Doucement. Non, Octave, je veux qu'il me confesse lui-même tout à l'heure la perfidie qu'il m'a faite. Oui, coquin, je sais le trait que tu m'as joué, on vient de me l'apprendre. Et tu ne croyais pas peut-être que l'on me dût révéler ce secret? Mais je veux en avoir la confession de ta propre bouche. Je vais te passer cette épée au travers du corps. Monsieur, je vous ai fait quelque chose. Je vous assure que je l'ignore.
Tu l'ignores. Eh bien, monsieur, puisque vous le voulez, je vous confesse que j'ai bu avec mes amis ce petit carton de vin d'Espagne dont on vous fit présent. Et c'est moi qui fis une fente dans le tonneau et répandis de l'eau autour pour vous faire croire que le vin s'était échappé. C'est toi, Panda, qui a bu mon vin d'Espagne et qui a été cause que j'ai tant querellé la servante, croyant que c'était elle qui m'avait joué le tour. Je vous demande pardon, monsieur. Je suis bien aise d'apprendre cela. Mais ce n'est pas encore l'affaire dont il est question maintenant. Non, c'est une autre affaire qui me touche bien plus et je veux que tu me la dises. Tu ne veux pas parler? Tout doux. Il est vrai, monsieur, il y a 3 semaines de cela, vous m'envoyâtes porter une petite montre à la jeune égyptienne que vous aimez. Et je revins au logis, les yeux, les habits pleins de boue et le visage plein de sang. Et vous dites que j'avais trouvé des bandits qui m'avaient bien battu et qui m'avaient dérobé la montre. Et c'est moi, monsieur, qui l'avais retenu. C'est toi qui as retenu ma montre? Oui, monsieur, afin de voir l'heure qu'il est. J'apprends ici de jolies choses et j'ai un serviteur fort fidèle, vraiment. Mais ce n'est pas encore cela que je demande, infâme. Non, c'est autre chose encore que je veux que tu me confesses. Parle vite, j'ai hâte. Eh bien, monsieur, vous vous souvenez, il y a 6 mois de cela, du loup-garou qui vous donna tant de coups de bâton la nuit. Et vous pensez faire rompre le cou dans une cave où vous tombâtes en fuyant. Eh bien, c'est moi, monsieur, qui faisais le loup-garou. C'est toi, traître, qui faisais le loup-garou? Mais seulement pour vous faire peur et vous ôter l'envie de nous faire courir toutes les nuits comme vous aviez de coutume. Oh, je saurais me souvenir en temps et lieu de ce que je viens d'apprendre. Mais je veux en venir au fait et que tu me confesses ce que tu as dit à mon père. À votre père? Je ne l'ai pas seulement vu depuis son retour. Tu n'as pas vu? Assurément. C'est de sa bouche que je le tiens pourtant. Monsieur, avec votre permission, il n'a pas dit la vérité. Monsieur. Je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. Comment? Vos Égyptiens sont sur le point de vous enlever Zerbinel. Et elle-même, les larmes aux yeux, va charger de venir promptement vous dire que si, dans 2 heures, vous ne songez à leur porter l'argent qu'ils vous ont demandé pour elle, vous l'allez perdre pour jamais. Dans 2 heures? Dans 2 heures. Mon pauvre Scapin, je pleure quand se trouve. Ah, mon pauvre Scapin. Je suis... Ah, mon pauvre Scapin. C'est d'or qu'on a besoin de moi. Va, je te pardonne tout ce que tu viens de me dire. Et pise encore si tu me l'as fait. Point. Ne me pardonnez point. Passez-moi votre épée au travers du corps. Je serais ravi que vous me tuiez. Non, je te conjure plutôt de me donner la vie en servant mon amour. Non, vous feriez mieux de me tuer. Tu m'es trop précieux. Et je te conjure de vouloir employer pour moi ce génie admirable qui vient à bout de toutes choses. Point. Tuez-moi, vous dis.
De grâce, ne songe plus à tout cela et pense à me donner le secours que je te demande. Je te conjure d'oublier mon emportement et de me prêter ton adresse. Je joins mes prières au ciel. Voudrais-tu m'abandonner, Scapin, dans la cruelle extrémité où se voit mon amour? Oh, et j'ai cette insulte-là sur le cœur. Me venir faire un affront comme celui-là, me traiter de coquin, de bandard, d'infâme, de pour rien. J'ai tort, je le confesse. Oh, j'en ai tous les regrets du monde. Oublie ton ressentiment. Oh, bah, me vouloir passer son épée au travers du corps. Je te demande pardon de tout mon cœur. Et s'il ne tient qu'à me jeter à tes genoux, tu m'y vois, Scapin, pour te conjurer encore une fois de ne me point abandonner. Oh, Scapin, ma foi, il faut se résoudre à cela. Allez, levez-vous. Une autre fois, ne soyez pas si prompt. Bon. Combien vous faut-il? 500 écus. Et moi, 200 pistoles. Ah. Je veux tirer cet argent de vos pères. Mais commençons par le père d'Octave, qu'il se présente. Allez-vous-en tous deux. Et vous, prévenez votre Sylvestre qu'il vienne vite jouer son rôle. Avoir si peu de conduite et de considération. Ça les jeter dans un engagement comme celui-là. Ah, jeunesse impertinente. Bonjour, Scapin. Monsieur, votre serviteur. Vous rêvez à l'affaire de votre fille. Ah, la vie est mêlée de travers. Et il est bon de s'y tenir sans cesse préparer. J'ai ouï dire, il y a longtemps, les paroles d'un ancien que j'ai toujours retenues. Quoi? Que, pour peu qu'un père ait été absent de chez lui, il doit promener son esprit sur tous les fâcheux accidents que son retour peut rencontrer. Se figurer sa maison brûlée, Oh! son argent dérobé, oui, sa femme morte, et son fils estropié, Oh! sa fille subornée. Et ce qu'il trouve à son retour et qui n'est point arrivé, l'amputé à bonne fortune. Bon, voilà qui est bien, mais ce mariage impertinent qui vient troubler celui que nous voulons faire est une chose que je ne puis souffrir. Et je viens de consulter des avocats pour le faire casser. Ma foi, monsieur, si vous m'en croyez, vous tâcherez par quelque autre voie d'accommoder l'affaire. Vous savez ce que c'est que les procès en ce pays-ci, hein? Vous allez vous enfoncer dans d'étranges épines. Tu as raison, je vois bien. Quelle autre voie? Ah. Monsieur, je ne saurais voir d'honnêtes pères chagrinés par leurs enfants, que cela m'émeut. Et de tout temps, je me suis senti, pour votre personne, une inclination particulière. Je te suis obligé. J'ai donc été voir le frère de cette personne qui a été épousée. Je lui ai fait part de vos prérogatives de père et l'appui que vous donnerez auprès de la justice et votre argent et vos amis. Enfin, il donnera son consentement à rompre le mariage pourvu que vous lui donniez de l'argent.
Et qu'a-t-il demandé? Tout d'abord des choses extravagantes. Il demandait pas moins de 5 ou 600 pistoles. Se manque-t-il des gens? Mais c'est ce que je lui dis. Et après plusieurs discours, il a dit je dois partir à l'armée et je dois m'équiper. Et le besoin que j'ai de quelque argent me fait consentir, malgré moi, à ce qu'on me propose. Il me faut un cheval de service, et je ne saurais en trouver un qui soit tant soit peu raisonnable, à moins de 60 pistoles. 60 pistoles? Bon, eh bien, je les donne. Il me faut un harnais et des pistolets, et cela coûtera bien encore 20 pistoles. 20 pistoles? Et 60? Ça serait 80? C'est beaucoup! Mais, soit, je consens à cela. Il me faut un cheval pour porter mon valet, qui coûtera 30 pistoles. Oh, comment diantre qu'il se promène! Non, il n'aura rien! C'est un impertinent! Mais monsieur, ne vous arrêtez point un peu de choses, et n'allez point plaider, je vous prie, et donnez tout pour vous sauver des mains de la justice. Bon, je me résous à donner encore ces 30 pistoles. Il me faut encore, a-t-il dit, un mulet pour porter... Qu'il aille au diable avec son mulet! Non, c'est un impertinent! Non! Nous irons devant les juges! Monsieur, de grâce, un petit mulet. Je ne lui donnerai pas d'un âne! Non! Je préfère plaider! Mais monsieur, mais de quoi parlez-vous là? Jetez les yeux sur les détours de la justice. Voyez combien d'appels et de degrés de juridiction, combien de procédures embarrassantes, combien d'animaux par les griffes desquels il vous faudra passer. Sergent, greffier, avocat, substitut, rapporteur, juge et leur clerc. Un sergent baillera de faux exploits, sur quoi vous serez condamné sans que vous le sachiez. Et votre procureur s'entendra avec votre parti et vous vendra à beau denier comptant. Et votre avocat gagné de même ne se trouvera point lorsqu'on plaidera à votre cause, ou bien dira des choses qui ne feront que battre la campagne et n'iront point au fait. Et le greffier. Le greffier délivrera par contumace des sentences et arrêts contre vous. À combien est-ce qu'il fait monter le mulet? Eh bien, pour le mulet, pour son cheval et celui de son homme, le harnais, les pistolets, et puis quelques petites choses qu'il doit à son hôtesse. Il demande 200 pistoles. 200 pistoles. Alors, nous plaiderons, je veux plaider. Mais monsieur, mais pour plaider, il vous faudra de l'argent. Il vous en faudra pour l'exploit, il vous en faudra pour le contrôle, il vous en faudra pour la procuration, pour les présentations, il vous en faudra pour les consultations, les plaidoiries des avocats, le droit de retirer le sac et les grosses écritures. Et... Alors, monsieur. 200 pistoles. Oui, j'ai fait mes petits coups. En donnant 200 pistoles à votre homme, il vous en coûtera 150 de moins. Sans compter les pas, les soins et les chagrins que vous épargnerez. Je me moque de cela, je ne donnerai pas 200 pistoles.
Sapin, fais-moi connaître un peu cette Targante qui est père d'Octave. Je viens d'apprendre qu'il veut me mettre en procès et faire rompre par la justice le mariage de ma sœur. En tout cas, il ne veut pas consentir aux 200 pistoles que vous voulez. Il dit que c'est trop. Par la main, par la tête, par le ventre. Si je le trouve, je le veux échiner. Tu sais, être roué tout vif. Qui est cet homme-là? Ce n'est pas lui, monsieur. Non, non, c'est pas lui. Non. Est-ce point quelqu'un de ses amis? Ah non, au contraire, hein, c'est son ennemi capital. Ah, son ennemi capital. Ah, et parbleu, j'en suis ravi. Vous êtes ennemi, monsieur, de ce faquin d'Argante. Touchez-la. Allez, touchez-la. Et je vous donne ma parole. Et je vous jure, sur mon honneur, par l'épée que je porte, par tous les serments que je saurai faire, qu'avant la fin du jour, je vous déferai de ce barreau qui est fait, de ce faquin d'Argante. Vous pouvez compter sur moi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Les trouvais-je à cette heure avec tout leur secours? Me paraît-il obligé au milieu de 183 personnes. Que ne les vois-je fondre sur moi les armes à la main? Comment, Marot? Vous avez la hardiesse de vous attaquer à moi? Alors, mon bleu! Tiens! Faut le quartier! Allez! Coquin! Que lui êtes-vous? Nécessaire à tout leur secours? Que ne paraît-il à mes yeux? Vous en voulez par là? Je vous en ferai tâter tout votre sou. Comment? Vous reculez? Pied ferme, morbieux! Pied ferme! Voilà qui vous apprendra à vous oser vous jouer de moi! Scapin, je me résous à donner les 200 pistoles. Je suis ravi pour l'amour de vous. Allons le trouver, je les ai sur moi. Vous n'avez qu'à me les donner. Il ne faut pas que vous apparaissiez, pour votre honneur, hein, que vous apparaissiez là, après avoir passé ici pour un lâche. Ce que vous n'êtes pas, assurément. Oui, mais j'aurais été bien aise de savoir comme je donne mon argent. Oh, est-ce que vous vous défiez de moi? Oh, parbleu! Suis-je un fourbe ou suis-je un honnête homme? C'est l'un des deux. Et si je vous suis suspect, je ne m'occupe plus de rien. Vous n'avez qu'à, dès cette heure, chercher qui accommodera vos affaires. Mon Dieu! Tiens! Mais songe à prendre tes sûretés avec lui. Je vais t'attendre chez moi. Je ne manquerai pas d'y aller. Et je n'ai plus qu'à chercher l'autre. Oh, mais il semble que le voici. Il semble que le ciel, l'un après l'autre, me les apporte dans mes filets. Oh, oh ciel, oh grâce imprévue, oh misérable père, pauvre Géronte, que feras-tu? Que dit-il là de moi avec ce visage affligé? N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est le Seigneur Géronte? Me voilà. Monsieur, votre fils est entré dans une disgrâce les plus étranges du monde. Et quelle? Nous nous sommes allés promener sur le port, et là, entre autres, plusieurs choses. Nos yeux se sont arrêtés sur une galère turque, assez bien équipée.
Là, un jeune Turc nous a invités d'y entrer, nous a fait 1000 civilités, nous a offert la collation, nous avons mangé des fruits et bu du vin qu'on a trouvé le meilleur du monde. Et qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela? Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer. Et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Et m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez par mois 200 écus, il va emmener votre fils en Alger. Comment? L'autre? Et de plus, il m'a donné pour cela que 2 heures. Un bandard de Turc m'assassiner de la façon. Mais que diable allait-il faire en cette galère? Va-t'en vite dire à ce Turc que je vais lui envoyer la justice après lui. Monsieur, vous vous moquez du monde. La justice en pleine mer. Que diable allait-il faire en cette galère? Oh, une méchante destinée conduit parfois les personnes. Scapin, il faut que tu fasses ici action de serviteur. Oui. Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils. Oui. Et que tu te mets à sa place. Jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Eh bien, monsieur, vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à sa place? Mais que diable allait-il faire cette galère? Mais n'a-t-il point de conscience? Ah, vraiment, de la conscience à un Turc Croit-il que l'on trouve 500 écus sous les pieds à cheval? Et que diable allait-il faire en cette guerre? Voilà la clé de mon armoire. Tu iras l'ouvrir. Tu trouveras une grosse clé du côté gauche. C'est celle qui accède à mon grenier. Tu y prendras toutes les hardes que tu trouveras dans cette grande manne. Et tu iras les vendre au fripier pour aller racheter mon fils. Mais monsieur, rêvez-vous? Je n'aurai pas 100 francs de tout ce que vous me dites. Attends, Scapin, attends. Je m'en vais quérir la somme. N'est-ce pas 400 écus que Tu dis? Non. 200, 300, 500 écus. 500 écus. Et que diable est-il fait dans cette guerre? Y a-t-il point d'autre lieu de promenade? Maudite galère! Voilà. Va-t'en racheter mon fils. Mais dis à ce bonheur de Turc que c'est un
monsieur, où est l'argent? Ne te l'ai-je point donné? Ah non, monsieur, vous l'avez remis dans votre poche. Ah! C'est la douleur qui trouble mon esprit et mon trousseau de clés. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Maudite galère et traître de tous les diables. Ah, il ne peut digérer l'argent que je lui arrache. Mais il n'est pas quitte envers moi. Et je veux qu'il me paye d'une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. Eh bien, Scapin, as-tu réussi pour moi dans ton entreprise? As-tu fait quelque chose pour tirer mon amour de la peine où il est? Voici les 200 écus que j'ai tirés de votre père. Que tu me donnes comme joie. Et pour vous, je n'ai plus rien fait. Il faut donc que j'aille mourir, et je n'ai que faire de vivre si Zerbinette m'est ôtée. Oh là, oh là. J'ai votre affaire ici. Ah, tu me redonnes la vie. Mais à condition que vous me permettiez à moi une petite vengeance contre votre père. Tout ce que tu voudras. Vous me le promettez devant témoin? Oui. Tenez, voici les 500 écus. Ah, allons-en promptement acheter celle que j'adore. Oui, vos amants ont arrêté entre eux que vous fussiez ensemble. Nous nous acquittons de l'ordre qu'ils nous ont donné. Oh, que l'ordre n'a rien qui ne me soit fort agréable. Et je reçois avec joie une compagnie de la sorte. Il ne tiendra pas à moi que l'amitié qui est entre les personnes que nous aimons ne se répande entre nous deux. J'accepte la proposition. Et ne suis point personne à reculer lorsqu'on m'attaque d'amitié. Et lorsque c'est d'amour qu'on vous attaque. Ah, pour l'amour, c'est une autre chose. On y court un peu plus de risques et je n'y suis pas si hardie. Oh, j'admire cette belle prudence. Moi, qui croyais être sage avant de rencontrer l'amour, j'ai ressenti soudain un élan, une tendresse qui ont débordé toute la raison du monde. Et je suis bien heureuse que le mariage ait couronné notre amour. Et j'ai ouï dire que Léandre vous a sorti des griffes des Égyptiens. Ce que mon maître vient de faire pour vous doit vous donner du cœur pour répondre comme il faut à son amour. Ah, je n'y vis qu'à moitié. Et ton maître s'abusera s'il croit qu'il suffit de m'avoir acheté pour me voir tout à lui. Il doit lui en coûter autre chose que de l'argent. J'ai l'humeur enjouée et sans cesse je ris. Mais tout en riant, je suis sérieuse sur de certains chapitres. Et il doit lui en coûter, comme je le disais, autre chose que de l'argent. Et pour répondre à son amour de la manière qu'il souhaite, il me faut un don de sa voix qui soit assaisonné de certaines cérémonies nécessaires. Mais c'est là aussi comme il l'entend. Il ne prétend qu'à vous qu'en tout bien et en tout honneur. Et je n'aurais pas été homme à me mêler de l'affaire s'il avait une autre pensée. C'est ce que je veux croire, puisque vous me le dites.
Mais du côté du père, j'y prévois des empêchements. Oh, la ressemblance de nos destins doit contribuer encore à faire naître notre amitié. Nous nous voyons toutes deux dans les mêmes alarmes et toutes deux exposées à la même infortune. Vous avez cet avantage au moins que vous savez de qui vous êtes né et que le nom de vos parents peut assurer votre bonheur. Mais pour moi, on me voit dans un état qui n'adoucira pas les volontés d'un père qui ne regarde que le bien. Hélas, nos parents qui sont les soutiens de nos jeunes années peuvent venir à nous manquer très soudainement. Je comprends cependant que vous n'avez pas eu ce premier réconfort que j'ai connu. Songez que si vous n'avez pas de bien, Léandre vous aime. Aussi avez-vous cet avantage que l'on ne tente point par un autre parti celui que vous aimez. Oh, mais le changement de cœur d'un amant n'est pas ce qu'on peut le plus craindre. On peut naturellement croire à ses deux mérites pour garder sa conquête. Non! Ce que je vois de pire dans ces sortes d'affaires, c'est la puissance paternelle auprès de qui tout le mérite ne sert de rien. Oh. Hélas, nous qui n'avons plus de père, nous voilà à la merci des pères de nos amants. Quand nous avons rencontré l'amour, en quoi étions-nous coupables? Pourquoi faut-il que de justes inclinations se trouvent traversées? La douce chose que d'aimer lorsque l'on ne voit point d'obstacle à ces aimables chaînes dont deux cœurs se lient ensemble. Vous vous moquez? La tranquillité en amour est un calme désagréable. Et un bonheur tout uni nous devient vite ennuyeux. Il faut du haut, il faut du bas dans la vie. Et les difficultés qui se mettent aux choses réveillent les ardeurs, augmentent les plaisirs. Eh mon Dieu, Scapin, fais-nous un peu ce récit qu'on m'a dit qui est si plaisant du stratagème dont tu t'es avisé pour tirer de l'argent de ton vieillard avare. Oh, voici Octave, oui, Sylvestre, qui s'en occupera aussi bien que moi. J'ai dans la tête une petite vengeance dont je veux goûter le plaisir. Pourquoi de gaieté de cœur veux-tu toujours t'attirer de méchantes affaires? J'aime à tenter des entreprises hasardeuses. Tu quitterais le dessein que tu as si tu m'en voulais croire. Je vois que sans nécessité, tu courrais de t'attirer une volée de coups de bâton. Tout dépend de mon dos et non du tien. Ah. Après tout, tu es maître de tes épaules et tu en disposeras comme il te plaira. Ces sortes de périls ne m'ont jamais arrêté. Et je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir la suite des choses, n'osent rien entreprendre. Allons, nous vous laissons, mais nous aurons besoin de vos soins. Ah, Scapin! Comment va l'affaire de mon fils? Votre fils, monsieur, est en sûreté. Mais vous courez, vous, le plus étrange risque du monde. Et vous cherche pour vous tuer. Ah! Et qui? Le frère de cette personne qu'Octave a épousée. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui les pousse le plus fort à rompre leur mariage. Et dans cette idée, il a résolu hautement de vous ôter la vie. Et tous ses amis, des gens d'épée, comme lui, vous cherchent partout pour vous tuer. Oh, que ferais-je, mon pauvre Scapin? Je ne sais pas, monsieur, mais moi je tremble pour vous depuis les pieds jusqu'à la tête. Ne saurais-tu trouver un quelconque moyen de me tirer de la peine? J'en imagine bien un. Mais je courrais risque, moi, de me faire assommer. Hé, Scapin!
Montre-toi un serviteur zélé. Ne m'abandonne pas, je t'en prie. Tu en seras remercié, je te l'assure. Je te promets, c'est abyssé. On y aura un peu l'idée. Attendez, monsieur. Hey, il faut que vous vous mettiez dans ce sac. Ah! Oh. Ah! Non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il faut, dis-je, que vous vous mettiez là-dedans. Et je vous chargerai sur mon dos et vous porterez ainsi au travers de vos ennemis jusqu'à votre maison où vous serez sauf. L'invention est bonne. La meilleure du monde. Tu vas me payer l'imposture. Voilà. Mettez-vous bien. Voilà. Et surtout, quoi qu'il arrive, ne bougez point. Laisse-moi faire. Je saurai me tenir. Oh, cachez-vous. Voici un spadassin qui vous cherche. Ne bougez pas. Oh! Kadidi! Je n'aurais pas l'avantage de trouver ces gérons que moi je cherche. Ah, personne ne pourra me dire où il se trouve. Ah, mais se cache-t-il au centre de la terre. Que je le trouverai. Ne bougez pas, ne bougez pas. Oh, monsieur! Dans vos bâtons, vous cherchez le seigneur Géronte. Et pour quelle affaire? Oh! Moi, je ne veux pas le faire de mal. Je veux juste le faire mourir sous les coups de bâton. Est-ce que je connais le seigneur Géronte? Oh oui, monsieur, je connais le seigneur Géronte. Ah, est-ce que tu es de ses amis? Oui, monsieur, je suis de ses amis. Ah, tu es de ses amis? Ah, bah tiens, pour toi. Ah, tu es de ses amis? Ah, tiens, voilà pour toi. Aïe, monsieur, aïe, aïe. Oh, est-ce que tu sais où il est? Non, monsieur, je ne sais pas. Ah, tu vas le dire, oui. Ah, tiens, voilà pour toi, monsieur. Aïe, monsieur, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Ah, diable soit le gascon. Je n'en puis plus. Ah, moi, monsieur, je suis tout mouleux. Oh, mes épaules me font un mal épouvantable. Je me tire. Et c'est sur les muelles qu'il a frappé. Mais non, Kennedy, c'est sur mon dos qu'il frappait. Comment? Mais je les ai bien sentis, les coups. Et je le sens encore bien encore. Ah, je suis rouillé. Pourquoi, Dieu, faut-il qu'il frappe sur mon dos? Et moi, je suis mort. Oh, cachez-vous, monsieur. Voici une demi-douzaine de soldats qui arrivent tout ensemble. Ne bougez pas. Oh, camarades, cherchons partout, ne ménageons point nos pas, et trouvez ce Géronte pour lui donner sa petite... Oh! Camarade, je vois son valet là-bas. Oh, dis-nous, coquin, enseigne-nous où est ton maître. Ah, monsieur, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Tu vas parler, coquin, tiens, voilà. Ah, monsieur. Oh, tu vas parler, coquin. Mais enseigne-nous où est ton maître, alors. Tu vas parler ou tu vas encore un petit coup? Ah, tiens. Oh non, monsieur, ne me frappez pas. De toute façon, je ne trahirai pas mon maître. Non, je ne trahirai pas mon maître. Et non, je...
Un bon! Un traître! Ah! Je vais t'assassiner! Je le jure! Oh, la plaisante histoire. Oh, la bonne dupe que ce vieillard. Il n'y a rien de plaisant à tout cela. Et rien qui ne vous fasse rire. Quoi, monsieur? Que voulez-vous dire? Je dis que vous ne devez pas vous moquer de moi. Mais comment? Mais qui songe à se moquer de vous? Oh. Et pourquoi venez-vous ici me rire au nez? Cela ne vous regarde point. Oh, et je ris d'un conte que l'on vient de me faire. Oh, le plus plaisant qu'on puisse entendre. Mais je n'ai jamais trouvé rien de si drôle qu'un tour qui vient d'être joué par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Et je vous prie de me dire cette histoire. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu'on appelle Égyptiens et qui, rôdant de province en province, se mêlent de dire la bonne fortune. Arrivé dans cette ville, un jeune homme me vit et conçut pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas et le voilà d'abord comme tous les jeunes gens qui croient qu'il n'y a qu'à parler et qu'au moindre mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites. Mais il trouva une fierté qui lui fit un peu corriger ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenaient et il les trouva disposés à me laisser à lui moyennant quelques sommes. Mais mon amant était dénué d'argent et il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux fiefé. Attendez, ne me saurais-je souvenir de son nom? Aidez-moi un peu. Ne pouvez-vous me nommer quelqu'un dans cette ville qui soit connu pour être avare au dernier point? Non. Oh. Il y a son nom du ronde. Oh, ronde. Ah non. J'ai honte. Oui, j'ai honte. Je l'ai trouvé. C'est ce ladre-là que je dis. Pour revenir à notre conte, nos gens avaient voulu aujourd'hui partir de la ville. Et mon amant m'allait perdre faute d'argent. Si, pour en tirer de son père, il n'en a trouvé du secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Oh, mais pour le nom du serviteur, je le sais à merveille. Il s'appelle Scapin. Oh, c'est un homme incomparable. Et il mérite toutes les louanges qu'on peut lui donner. Coquin que tu es. Voici le stratagème dont il s'est servi pour attraper sa dupe. Il est allé trouver ce chien d'avare et lui en dit qu'en se promenant sur le port avec son fils, il s'avait vu une galère turque où on les avait invités d'entrer. Qu'un jeune turc leur y avait servi la collation et que tandis qu'il mangeait, on avait mis la galère en mer et que le turc l'avait renvoyé lui seul à terre dans un esquif avec ordre de dire au père de son maître qu'il emmenait son fils en Alger s'il ne lui envoyait pas tout à l'heure 500 écus. Oh, 500 écus. Mais voilà mon ladre dans de furieuses angoisses. Et la peine qu'il a pour son fils, mais c'est un combat étrange avec son avarice. La peine qu'il souffre lui fait trouver 100 moyens ridicules pour avoir son fils.
Il veut envoyer la justice en mer après la galère de Turc. Il sollicite son valet à s'aller s'offrir à tenir la place de son fils. Et il abandonne pour faire les 500 écus, mais 4 ou 5 vieux habits qui n'en valent pas 30. Et chaque réflexion est douloureusement accompagnée d'un « Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Maudite galère! Traître de terre! » Enfin, après avoir longuement gémi et soupiré, mais il me semble que vous ne riez point de mon conte, mais qu'en dites-vous? Je dis que le jeune homme est un crevard, un sang qui sera puni par son père du mauvais tour qu'il lui a joué. Et l'égyptienne est bien mal avisée, une impertinente. Que je rentre sur lui apprendre à venir ici, débaucher les enfants de famille. Et le valet, les casser qui sera bergeronte, envoyé au gibet. Savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant? Oui, je viens de m'en douter. Et je me suis adressée à lui sans y penser pour lui conter son histoire. Comment son histoire? Mais oui, j'étais toute remplie du conte et brûlais de le redire. Oh, mais qu'importe, tant pis pour lui. Oh, vous avez grande envie de babiller. Et c'est avoir bien de la langue que de ne pas savoir se taire de ses propres affaires. N'aurait-il pas appris cela de quelque autre? Mais rentrez dans la maison, voilà les maîtres. Oh. Ah, Seigneur Argan, vous me voyez ici accablé de disgrâce. Vous me voyez aussi dans un accablement horrible. Le connard de Scopin, par le fourberie, m'a attrapé de 500 écus. Le même pendard de Scapin, par une fourberie aussi, m'a attrapé 200 pistoles. Il ne s'est pas contenté de m'attraper de 500 écus. Il m'a traité d'une manière Que j'ai honte de dire. Et il me le paiera. Je lui ferai donner raison de la pièce qu'il m'a jouée. Et je prétends faire de lui une vengeance exemplaire. C'était dans tout ceci, je n'ai point ma part. Et ce n'est pas tout, Seigneur Arcante. Un malheur est toujours l'avant-coureur d'un autre. Je me réjouissais de la présence de ma fille aujourd'hui, dont je faisais toute ma consolation. J'ai appris de mon homme qu'elle était partie il y a fort longtemps de Tarente, et qu'on y croit qu'elle est périe sur le vaisseau où elle s'embarqua. Mais pourquoi, s'il vous plaît, l'avoir tenue à Tarente
et d'avoir pas eu la joie de l'avoir avec vous? J'ai eu mes raisons pour cela. Et des intérêts de famille. Et des intérêts de famille. Chut, m'ont obligé jusqu'à aujourd'hui à tenir fort secret ce second mariage. Chut. Oh, mais que bois-je? À te voilà, Maurice. Ah, Seigneur Pandolfe. Appelle-moi Géronte. Ne désire plus son nom. Les raisons cessées qui m'avaient obligé de le prendre à ta rente parmi vous. Alas, que ce changement de nom nous a causé de troubles et d'inquiétudes dans le soin que nous avons mis de vous venir chercher ici. Ah, mais où est ma fille et sa mère? Votre fille, monsieur, n'est pas loin d'ici. Oh, quant à sa pauvre mère, elle a cessé de vivre, victime des fatigues du voyage. Mais avant que de vous faire voir votre fille, il faut que je vous demande pardon de l'avoir mariée. Dans l'abandonnement ou faute de vous rencontrer, je me suis trouvée avec elle. Oh, ma fille, Marie. Oui, monsieur, avec un jeune homme nommé Octave. Octave. Fils d'un certain seigneur Argan. Juste au ciel. Mène-nous promptement. Ouais. Je l'avais quérir. Fais la raconte. Allons-y. Suivez-moi. Voilà une aventure tout à fait surprenante. Eh bien, Sylvestre, que font nos gens? J'ai deux avis à te donner. Le premier, c'est que l'affaire d'Octave est accommodée. Ah, Notre Hyacinthe s'est trouvé la fille de Gargante. Mais, le deuxième avis, c'est que les deux vieillards font contre toi des menaces épouvantables, à commencer par le seigneur Géronte. et les menaces ne sont rien. Ce sont des nuées qui passent bien au-dessus de nos têtes. Prends garde à toi, les filles se pourraient bien raccommoder avec les pères et toi rester dans la nasse. Mais retirons-nous et voilà qui arrive. Enfin, je vous revois. Ma fille, je ne savais pas que tu étais là. Je voulais te présenter mon ami le plus cher. Il y a un fils que je te destine pour mari. Oh mon Dieu, mon père! Je vous ai cherché partout et au moment où vous apparaissez, vous me percez le cœur d'une nouvelle douleur. Ah, mon père, je dois vous désobéir. Jamais je ne consentirai à ce mariage. Oh, madame, consentez à écouter votre père. Ah, hélas, la destinée est cruelle qui m'oblige à refuser de me soumettre à mon père. Ah, et quand j'étais perdue, seule et désespérée, j'ai été sauvée par un jeune seigneur qui, mon père, il m'a épousée. Et je suis liée à lui par les liens les plus sacrés et les plus doux. Ma fille, je te présente le seigneur Argante, qui a un fils qui s'appelle Octave. Monsieur mon père, mais c'est mon mari! Oh, ciel! N'ayez crainte, monsieur, elle va revenir à elle.
réjouir avec nous de l'heureuse aventure de votre mariage. Non, mon père. Toutes vos propositions de mariage ne serviront de rien. Je dois lever le masque avec vous et l'on vous a dit mon engagement. Oui, mais je veux te dire que la fille du seigneur Géronte... La fille du seigneur Géronte ne me sera jamais de rien. Mais c'est elle. Non, monsieur. Je vous demande pardon. Mes résolutions sont prises. Écoutez. Non, tais-toi, je n'écoute rien. Ta femme. Non, vous dites mon père. Je mourrai plutôt que de quitter mon aimable Yassir. Oh, ben vous avez beau faire. La voilà, celle à qui ma foi est engagée. Je l'aimerai toute ma vie et je ne veux point d'autre femme. C'est elle qu'on te donne. Oui, enfin, voilà mon père que j'ai retrouvé. Voyons, de nous n'avons que précédé l'union que l'on avait préparée pour nous. Vous voyez, nous devons nous aimer. C'était la décision de Dieu. Mais que vois-je? Ne serait-ce pas là l'égyptienne que vous semblez connaître? Oh, mon père, je vous demande par grâce de ne point me séparer de cette aimable personne que vous voyez. Elle a un mérite qui vous fera concevoir de l'estime pour elle quand il sera connu de vous. Vous me demandez de tenir chez moi une personne aimée de votre frère qui tantôt m'a dit au nez mille sottises sur moi-même. Oh, je vous prie de m'excuser, monsieur. Mais je n'aurais pas parlé de la sorte si j'avais su que c'était vous. Mais je ne vous connaissais que de réputation. Comment de réputation? Mais mon père, la passion que mon frère a pour elle n'a rien de criminel. Et je réponds de sa vertu. Voilà qui est donc fait. Ne vous voudrez donc pas que je mariasse votre frère avec cette fille, une fille inconnue qui exerce le métier de coureuse. Mon père, ne vous plaignez pas que j'aime une inconnue sans naissance et sans bien. Ceux de qui je l'ai rachetée viennent de m'apprendre qu'elle est de cette ville et d'honnête famille, que ce sont eux qui lui ont dérobé à l'âge de 4 ans. Et voici un bracelet qu'ils m'ont donné qui pourra nous aider à trouver ses parents. Elle a à savoir ce bracelet. C'est ma fille que j'ai perdue à l'âge que vous dites. Votre fille? Oui, et j'y vois tous les traits qui m'en peuvent rendre assuré. Je serai votre fille, monsieur. J'aurai en vous une famille, un toit, un père. Me voilà tout à coup devenue demoiselle. Oh, Seigneur Arcante, vous me donnez une seconde vie. Et je vous assure que je ne désire rien de plus qu'être votre fille. Quoique ma première vie ait été fort aventureuse, je suis prête à apprendre comment l'on vit auprès d'un père et d'un frère. Oh, mais ma sœur, vous ne goûterez point longtemps ces plaisirs, car je crois que vous serez bientôt mariée. Et avec mon meilleur ami. Vous avez raison, Octave. Oh, mon cher Léandre, l'attirance naturelle qui nous portait l'un vers l'autre ne va donc rencontrer aucun obstacle. Oh ciel, que d'aventures extraordinaires! Et voilà nos deux familles réunies, chacune en son sein, chacune avec l'autre. Et tout est résolu. Et je crois bien que l'on n'a plus rien à me reprocher. Monsieur, il vient d'arriver. Un accident étrange. Quoi? Le pauvre Scapin. Scapin n'est qu'un coquin que je ne viens pas. Hélas, monsieur, vous ne serez pas en peine de cela. En passant contre un bâtiment,
Il lui est tombé sur la tête un marteau de tailleur de pierre. Il lui a brisé l'os. Et découvert toute la cervelle. Il se meurt. Et il a prié qu'on l'apportât ici pour vous pouvoir parler avant que de mourir. Où est-il? Le voilà. Oh, même quand il ne trame pas de fourberie, Scapin se retrouve toujours dans des situations qui ne sont pas royales. Aïe! 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 Ah, vous me voyez, messieurs, dans un étrange écart. Aïe! Mais je n'ai pas voulu mourir avant de demander pardon à toutes les personnes que je puis avoir offensées. Aïe! Aïe! Et avant que de rendre mon dernier souffle, je vous conjure de tout mon cœur de me pardonner pour tout ce que je puis avoir fait. Aïe! Aïe! Principalement, le Seigneur Ardent et le Seigneur Géronte. Pour moi, je te pardonne. Va, meurs en repos. C'est vous, le Seigneur Géronte, que j'ai le plus offensé avec les coups de bâton. Ah, ne parle pas davantage. Je te pardonne. Ah, ce fut une témérité bien grande à moi que tous ces coups de bâton. Laissons cela. J'ai en mourant une douleur inconsolable, des coups de bâton. Mon Dieu, tais-toi. Les malheureux coups de bâton. Ne dis plus rien. Je te pardonne tout. Voilà qui est fait. Ah, je me sens tout soulagé de ces paroles. Oui. Je te pardonne tout. Un charge pour toi que tu mourras. Aïe! Aïe! Ah, j'ai mes douleurs qui me reprennent. Aïe! Aïe! Seigneur Géronde, en faveur de notre joie, il faut lui pardonner sans condition. Oui, mon père a raison, sans condition. Sans condition, en effet. Quel marions-nous? Oh, soyons tous heureux et oublions tout le reste. Mon père, en ce jour béni où nous sommes tous réunis, pardonnez-lui complètement. Allons souper ensemble pour mieux goûter notre plaisir. Et moi qu'on me porte au bout de la table en attendant que je meure. Il nous a fait un beau spectacle, en mourant presque, et il faut l'applaudir.